Plus nous nous penchons sur le passé, plus il devient difficile de trouver des preuves tangibles de notre histoire avant un certain point, disons avant le XVIIIe siècle. À un moment donné, la chronologie officielle commence à s'effriter, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Et l'une des questions les plus visibles et les plus troublantes ne se trouve pas dans des archives poussiéreuses, mais juste sous nos pieds, au cœur de nos plus vieilles villes. Partout dans le monde, de l'Europe à l'Amérique, de la Sibérie à l'Australie, nous observons le même étrange phénomène. De majestueux bâtiments, soi-disant du XIXe siècle, dont les fenêtres et les portes s'enfoncent directement dans le sol. Des étages entiers, magistralement construits avec de hauts plafonds et des détails raffinés, sont enterrés sous le niveau des trottoirs modernes. On nous dit que c'est le résultat de l'accumulation d'une couche culturelle au fil du temps. C'est une explication qui semble logique à première vue, mais qui s'effondre à la moindre analyse. Pensez-y, à quelle vitesse cette couche aurait-elle dû s'accumuler pour engloutir 3, voire 4 mètres d'un bâtiment en seulement 100 ou 200 ans ? Et pourquoi les architectes de l'époque auraient-ils conçu de magnifiques portes menant à un mur de terre massif et des fenêtres destinées à n'éclairer que des sous-sols ? Ce ne sont pas de simples bizarreries architecturales ou des erreurs de calcul. C'est un phénomène systématique et mondial qui indique que le sol ne s'est pas accumulé progressivement. Il est venu d'en haut, d'un seul coup, recouvrant les villes d'une épaisse couche de boue, de sable et d'argile. Les bâtiments n'ont pas coulé, ils ont été ensevelis. Ce n'est pas une couche culturelle, c'est une couche de catastrophe. Et si ce que nous voyons n'était pas le lent passage du temps, mais la preuve silencieuse d'un événement mondial qui a été intentionnellement effacé de notre mémoire collective? Et si ces étages fantômes, aujourd'hui transformés en sous-sol, étaient la preuve irréfutable d'un cataclysme massif qui s'est produit non pas dans un passé lointain, mais relativement récemment? Ce ne sont pas simplement des bâtiments affaissés, ce sont des indices. Des indices qui suggèrent que la version officielle de notre passé récent pourrait être une immense supercherie. Ce mystère, figé dans la pierre et la brique de nos villes, n'est que la partie visible de l'iceberg, la première couche du secret. Pour comprendre ce qui a enseveli nos villes, nous devons d'abord oser poser une autre question. À quoi ressemblaient ces villes et le monde avant d'être recouverts par une vague de boue ? Et si sous nos pieds ne se trouvaient pas seulement des étages ensevelis, mais les ruines d'un monde entier, bien plus avancé et unifié que nous ne pouvons l'imaginer. Pour comprendre la force qui a pu ensevelir des cités entières, nous devons d'abord voir ce qu'elle a enseveli. La réponse à la question de ce qui se cache sous la couche de boue est bien plus stupéfiante que le mystère des étages ensevelis lui-même. Cette réponse est gravée dans la pierre. Lorsque nous levons les yeux des fenêtres enterrées pour regarder les bâtiments eux-mêmes, une image incroyable se révèle. Un fil architectural unique et harmonieux parcourt la planète entière, reliant des continents et des cultures qui, selon l'histoire officielle, se sont développés dans un isolement complet les uns des autres. Des opéras de Chicago et de Buenos Aires aux bâtiments gouvernementaux de Calcutta et de Melbourne, des banques de Saint-Pétersbourg aux gares de l'arrière-pays sibérien, nous voyons la même signature reconnaissable. Des colonnes majestueuses, des portiques complexes, une symétrie parfaite et des dômes tendus vers le ciel. On nous dit que c'était une mode, le néoclassicisme, la Renaissance, le baroque, des styles qui auraient été copiés dans le monde entier. Mais cette explication ne fait que soulever de nouvelles questions, encore plus embarrassantes. Comment de jeunes nations, à peine apparues sur la carte, ont-elles pu construire de tels chefs-d'œuvre architecturaux? D'où les pionniers de l'Ouest américain, qui vivaient dans des cabanes en rondins, ont-ils soudainement tiré les connaissances, les ressources et la technologie pour construire des capitoles en marbre rivalisant avec les temples romains? Comment des villes qui semblent avoir été transplantées de l'Europe impériale ont-elles pu surgir du jour au lendemain dans l'Australie coloniale au bout du monde? L'histoire officielle nous demande de croire que tout cela a été construit avec des chevaux, des systèmes de poulies primitifs et un travail manuel en un temps record, sur la base de plans qui se sont en quelque sorte diffusés instantanément dans le monde entier sans moyen de communication moderne. Cette version n'est pas seulement discutable, elle est absurde. L'échelle, la qualité et l'omniprésence de cette architecture crient une autre explication.
Ce n'était ni une imitation, ni une mode. C'était un héritage. L'héritage d'une civilisation unique et mondiale qui existait avant la catastrophe qui a enseveli ces villes. Une civilisation qui possédait des technologies que nous ne faisons que redécouvrir. Ils savaient travailler la pierre d'une manière que nous ne pouvons toujours pas reproduire. Ils connaissaient les secrets de la logistique qui leur permettaient de transporter des blocs de granit géants sur des milliers de kilomètres. Et peut-être détenaient-ils le secret ultime, l'accès à une source d'énergie inépuisable. Regardez de plus près ces bâtiments. Les flèches pointant vers le ciel, les dômes métalliques, les antennes et les ornements complexes sur les toits, et si ce n'était pas de simples décorations? Et s'il s'agissait d'éléments d'un système énergétique géant, récoltant l'énergie libre directement de l'atmosphère? Cela expliquerait tout. La rapidité de la construction, la capacité d'éclairer et de chauffer d'énormes bâtiments, et le but même d'une architecture aussi complexe et coûteuse. Ces bâtiments n'étaient pas de simples maisons, c'étaient des machines, des nœuds dans un réseau planétaire unique. Il devient alors clair que les gens du 19e siècle, dans la plupart des cas, n'ont pas construit ces villes, ils les ont trouvées. Ils les ont déterrées de sous la couche de boue, les ont réparées, les ont adaptées à leurs propres besoins, puis se sont appropriés leur histoire, créant le mythe de grands chantiers de construction et de pères fondateurs. Ils étaient des héritiers, pas des créateurs. Nous vivons dans le décor laissé par un âge d'or révolu, par un monde qui était bien plus complet, avancé et harmonieux. Un monde sans frontières, qui parlait un langage architectural unique. Mais si cette civilisation était si puissante, si elle avait enveloppé la planète entière dans son réseau énergétique, quelle force aurait bien pu la détruire? Des guerres locales ou des catastrophes naturelles n'auraient pas pu effacer une culture mondiale entière de la surface de la Terre. La cause de sa disparition a dû être aussi grandiose que la civilisation elle-même. La catastrophe a dû être d'une ampleur véritablement planétaire. La force capable d'anéantir une civilisation mondiale unifiée n'est pas venue de l'homme. Elle est venue du cosmos ou des profondeurs de la planète elle-même. Il y a environ 4 à 600 ans, le premier et le plus dévastateur des coups a été porté. Il ne s'agit pas du déluge ancien et mythique dont parlent les légendes. C'était un événement à la lisière de notre mémoire historique. Un événement qui a déchiré le tissu du temps et est devenu le point de départ d'un monde nouveau et déformé. Nous en avons même des preuves, mais on nous a appris à les ignorer. Lorsque nous regardons les peintures d'artistes de la fin de la Renaissance, comme le Piranèse ou Hubert Robert, nous voyons de majestueuses ruines antiques, au milieu desquelles errent de minuscules silhouettes humaines. On nous dit que c'étaient des fantaisies romantiques, des produits de l'imagination célébrant une antiquité révolue. Mais si ce n'était pas des fantaisies, et si c'était des croquis documentaires pris sur le vif, des reportages de témoins oculaires qui ont capturé le monde réel tel qu'il était après cette même catastrophe. Un monde en ruine. Ce n'était pas une simple tempête ou un tremblement de terre. La planète elle-même a semblé entrer en convulsion. Les cartes anciennes qui ont survécu nous montrent une géographie complètement différente, avec des continents reliés là où se trouvent aujourd'hui des océans. À ce moment-là, la Terre s'est étendue, déchirant les ponts terrestres. Le continent que nous connaissons sous le nom d'Amérique a été définitivement séparé de l'Asie. Le moteur du climat terrestre est tombé en panne. Des terres florissantes se sont transformées en déserts brûlés. C'est ainsi qu'est né le Sahara. D'autres régions, au contraire, ont été envahies par des jungles impénétrables. L'hémisphère nord a peut-être encaissé le choc principal, devenant un désert criblé de cratères. Les grandes civilisations pré-cataclysmiques et leurs derniers représentants, que nous nous rappelons comme des géants, ainsi que des créatures mythiques comme les licornes, ont disparu à jamais. Le monde a été projeté en arrière, mais pas complètement détruit. Les connaissances ont été perdues, les technologies oubliées, mais les survivants se souvenaient. Ils se souvenaient de la gloire passée, de l'âge d'or, et ils ont commencé à reconstruire. Ce que nous voyons aujourd'hui, ces villes au style architectural unique sur toute la planète, n'est pas l'héritage de cette première civilisation antédiluvienne. C'est le résultat des efforts titanesques de ses héritiers. Ce sont les fruits d'une grande reconstruction mondiale qui a eu lieu à peu près entre les années 1600 et 1800. Les survivants, dispersés sur la planète,
ont commencé à reconstruire leurs villes, leurs centres énergétiques, en essayant de faire revivre l'harmonie et la puissance perdue. Ils ne construisaient pas seulement des maisons, ils érigeaient un monument à ce qui avait été perdu, et en même temps, un outil pour sa renaissance. Ils essayaient de redémarrer les anciens réseaux, de recréer le monde tel qu'il aurait dû être. Ce fut une brève mais brillante renaissance post-cataclysmique, un éclair de lumière de l'ancien monde dans l'obscurité grandissante. Cependant, cette renaissance héroïque était condamnée. La civilisation, affaiblie par un cataclysme mondial, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle était vulnérable. Et une nouvelle puissance a décidé d'exploiter cette vulnérabilité. Une puissance qui ne cherchait pas à restaurer, elle cherchait à conquérir, à soumettre et à réécrire la réalité elle-même. Tandis que les survivants regardaient les cieux en se souvenant des étoiles et de l'énergie libre, cette nouvelle puissance regardait la terre, les ressources et les gens comme des outils. Le monde renaissant est devenu l'arène d'une guerre cachée et impitoyable. Une guerre non pas pour des territoires, mais pour l'héritage même de l'ancien monde, pour ses connaissances et pour son avenir. Cette bataille silencieuse a déterminé toute l'histoire ultérieure de l'humanité. La bataille silencieuse pour l'héritage de l'ancien monde a dégénéré en un conflit ouvert qui a secoué la planète au début du 19e siècle. Mais dans nos manuels d'histoire, il n'est pas présenté comme un conflit mondial unique, mais comme une série d'événements épars et sans lien entre eux. Les guerres napoléoniennes en Europe, la guerre de 1812 en Amérique, la mystérieuse année sans été en 1816 où la neige est tombée sur tout l'hémisphère nord, les tremblements de terre massifs de New Madrid qui ont modifié le cours du Mississippi et une série d'incendies inexpliqués qui ont rayé de la carte des villes entières, de Moscou à Washington. On nous demande de considérer chacun de ces épisodes isolément comme un accident tragique ou le résultat d'intrigues politiques locales. Mais si tout cela n'était que les maillons d'une même chaîne, et si c'était les fronts d'une seule et même guerre mondiale totale? Une guerre qui a été délibérément effacée de l'histoire, fragmentée pour en cacher le véritable sens. Le principal secret de cette guerre réside dans la substitution de l'ennemi. Les historiens nous dépeignent un tableau où Napoléon marche sur Moscou et les Américains combattent les Britanniques. Mais ce n'est qu'un écran de fumée, une ruse brillante pour cacher les vrais participants au conflit. Imaginez que ce n'était pas une guerre entre ces factions, mais une guerre des forces unies d'un nouvel ordre mondial contre le dernier grand bastion de l'ancienne civilisation libre. Une civilisation connue sur les vieilles cartes sous le nom de Grande Tartarie. Ce n'était pas seulement un pays, mais une vaste confédération qui occupait la quasi-totalité de la Sibérie, de l'Asie centrale et peut-être même une partie importante de l'Amérique du Nord. C'était le dernier bastion d'un monde qui vivait selon d'autres lois, sans banque centrale, sans hiérarchie de pouvoir rigide et avec la préservation des connaissances anciennes et probablement des technologies d'énergie libre. C'est cette civilisation qui était le véritable ennemi des empires naissants de l'Ouest. La marche de Napoléon sur Moscou en 1812 n'était qu'une opération de cette guerre mondiale. La véritable cible n'était pas la capitale de l'Empire russe, mais la destruction d'une tête de pont et des forces alliées de la Tartarie à l'ouest. Le mystérieux incendie de Moscou, imputé soit aux Russes soit aux Français, pourrait avoir été le résultat d'une arme que nous ne pouvons même pas concevoir. Il en va de même pour la guerre de 1812 en Amérique. On nous dit que c'était une guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, mais si le véritable objectif caché était de détruire l'influence tartare restante sur le continent américain et de nettoyer les territoires de la population indigène, qui n'était pas composée de tribus primitives, mais des descendants de cette même civilisation ancienne. Toute l'histoire de l'échange de terre contre de l'alcool et des perles de verre est un conte cynique raconté par les vainqueurs, pour dissimuler un génocide et la destruction d'une culture très développée. L'ennemi a simplement été retiré de l'équation et le conflit a été réécrit comme une querelle de famille entre anglo-saxons. Cette guerre n'a pas été menée uniquement avec des armes conventionnelles. Des armes climatiques qui ont provoqué l'année sans été et des armes géophysiques qui ont déclenché des tremblements de terre, tout a été utilisé pour briser la résistance. Et le résultat de cette guerre fut ce même déluge de boue. Les villes n'ont pas seulement été recouvertes par les cendres de l'éruption du volcan Tambora, comme le veut l'explication officielle, elles ont été ensevelies à la suite de bombardements massifs
ou de l'utilisation d'une sorte d'arme énergétique qui a littéralement liquéfié le sol, le transformant en coulées de boue qui ont recouvert des régions entières. Ce fut une guerre d'anéantissement total, et elle s'est terminée par la victoire du nouvel ordre mondial. Le dernier bastion de l'ancien monde était tombé. Mais la victoire ne suffisait pas. Il fallait s'assurer qu'aucun souvenir de l'ennemi vaincu ni de la guerre elle-même ne subsisterait. Les vainqueurs écrivent toujours l'histoire. Et après que les derniers canons se soient tus, le projet le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité a commencé. Un projet visant à falsifier complètement le passé et à créer une nouvelle réalité contrôlée. Une fois que le dernier foyer de résistance de l'ancien monde fut écrasé et que ces villes furent ensevelies sous des couches de boue, les vainqueurs entamèrent la partie la plus cruciale de leur plan, le reformatage total de la conscience humaine. Il fallait non seulement cacher les preuves de la guerre, mais aussi arracher de la mémoire la possibilité même de l'existence d'une autre civilisation, plus avancée. Cette opération colossale de création d'une nouvelle réalité a été menée sur tous les fronts, de la réécriture des chroniques au contrôle des pensées de chaque individu. À la tête de ce projet se trouvaient des structures puissantes comme l'ordre des Jésuites et ses sociétés secrètes associées qui avaient accumulé des connaissances et perfectionné des méthodes de manipulation pendant des siècles. Leur première et principale tâche fut de créer une nouvelle chronologie. L'histoire a été artificiellement allongée. Un millénaire fictif entier a été ajouté à l'histoire réelle et relativement courte de l'humanité, ce que l'on appelle les âges sombres. Cette faille temporelle a été comblée par des événements, des dynasties et des guerres imaginaires pour repousser les ruines de la véritable civilisation antique dans un passé lointain et inaccessible. Pour consolider la nouvelle chronologie, un calendrier grégorien unique a été imposé, et tous les calendriers locaux concurrents, qui conservaient la mémoire des dates réelles, ont été déclarés païens et impitoyablement détruits, ainsi que leurs mythes et leurs gardiens. Les textes anciens contenant des fragments de connaissances antédiluviennes ont été collectés, édités et compilés en un livre unique, canonique et fortement censuré, la Bible, qui est devenu le principal outil idéologique du nouvel ordre. Tout ce qui ne correspondait pas à la nouvelle doctrine était déclaré hérésie et brûlé. L'étape suivante consistait à expliquer les preuves matérielles qui ne pouvaient être cachées. La magnifique architecture disséminée sur le globe. Comme les nouvelles autorités n'avaient pas la technologie pour la reproduire, le mythe du néoclassicisme a été inventé. On nous a dit qu'au XIXe siècle, les architectes ont été soudainement pris d'un amour pour l'Antiquité et ont commencé à copier les styles anciens partout. Cette thèse absurde leur a permis de s'approprier l'héritage de la civilisation précédente et de le déclarer comme leur propre réalisation. Pour étayer ce mensonge, une vague de falsifications a déferlé sur l'Europe et l'Amérique. Les dates sur les façades des vieux bâtiments ont été massivement regravées, généralement pour indiquer le XIXe siècle. Parfois, cela a été fait de manière si grossière et hâtive que l'on peut encore voir les anciennes dates en dessous. Il existe des bâtiments avec 2 dates par exemple. Fonds alloué en 1535, construit en 1914. 400 ans pour construire une seule maison est une absurdité qui n'a de sens que si l'on suppose que la première date est réelle et la seconde une fausse, ajoutée après une restauration. Mais réécrire le passé n'était que la moitié de la bataille. Il fallait établir un contrôle total sur le présent et l'avenir. Pour cela, la science moderne a été créée, non pas comme un outil de compréhension du monde, mais comme un outil de contrôle. Tout ce qui concernait l'esprit, l'éther, l'énergie libre et les phénomènes immatériels en a été banni. La science est devenue strictement matérialiste et nihiliste. Sa tâche principale étant de prouver que l'homme n'est qu'un assemblage aléatoire d'atomes dans un univers froid et sans âme. Toute tentative de retour aux traditions spirituelles du passé, à la connaissance de l'harmonie entre l'homme et le cosmos, a été activement réprimée et tournée en ridicule. Parallèlement, l'enseignement obligatoire a été introduit. Son but n'était pas de donner des connaissances aux enfants, mais d'implanter dans leur esprit, dès leur plus jeune âge, la version approuvée de l'histoire, de la géographie et de l'ordre du monde. L'école est devenue une chaîne de montage produisant des citoyens obéissants, incapables de pensée critique et certains de l'infaillibilité de la vision officielle du monde.
Mais même dans ce système de contrôle total, un problème sérieux subsistait. Que faire de ceux qui se souvenaient de la vérité? Les survivants de la guerre, leurs enfants et petits-enfants qui n'acceptaient pas le nouvel ordre et continuaient à raconter des histoires gênantes sur le passé. Pour ces gens, pour les gardiens de la mémoire vivante, des institutions spéciales et sinistres ont été créées. Dans le monde soigneusement construit de la nouvelle réalité, où l'histoire a été réécrite et la science mise au service du contrôle, il restait des gens qui représentaient une menace mortelle pour le système. Ce n'étaient pas des soldats ou des révolutionnaires, mais de simples témoins, ceux qui se souvenaient du monde d'avant la réinitialisation, d'avant la guerre et le déluge de boue. Ceux qui avaient vu de leurs propres yeux la destruction de l'ancienne civilisation et ne pouvaient accepter le mensonge imposé. Leur mémoire était une réfutation vivante de la nouvelle idéologie. Et pour neutraliser cette menace, l'un des instruments de contrôle social les plus cyniques et les plus cruels a été créé, l'asile d'aliénés. Regardez l'histoire du XIXe siècle. C'est précisément à cette période, immédiatement après les bouleversements mondiaux, que commence un véritable boom de la construction d'asiles dans le monde entier. Et ce n'étaient pas de modestes pavillons hospitaliers, c'étaient de gigantesques et luxueux complexes architecturaux ressemblant plus à des palais ou à des résidences gouvernementales. Prenez par exemple l'asile d'aliénés de Seacliff en Nouvelle-Zélande. Au moment de sa construction, c'était le plus grand bâtiment du pays, stupéfiant par son échelle et son architecture extravagante. L'histoire officielle veut qu'il ait été nécessaire à cause d'une ruée vers l'or qui aurait provoqué une folie de masse. Mais la population de la Nouvelle-Zélande à cette époque était minuscule. Pourquoi construire un palais si grandiose pour une poignée de fous sur une petite île peu peuplée au bout du monde? La réponse est évidente si l'on rejette la logique qu'on nous a imposée. Ces bâtiments n'ont pas été construits. Ils ont, comme beaucoup d'autres, été simplement occupés. C'étaient des centres administratifs ou de guérison préexistants de l'ancien monde, qui convenaient parfaitement à un nouvel usage. Leur architecture magnifique et totalement inappropriée pour une prison est une preuve supplémentaire de leur origine antédiluvienne. Le véritable but de ces institutions était sinistre. Ce n'étaient pas des hôpitaux, c'étaient des camps de concentration pour les dissidents. C'est là, sous prétexte de trouble mental, que tous ceux qui représentaient un danger pour le nouveau régime étaient amenés. Ceux qui résistaient ouvertement, ceux qui racontaient des histoires à dormir debout sur des machines volantes et l'énergie libre. Ceux qui ne parvenaient tout simplement pas à s'adapter au nouveau monde cruel et se trouvaient dans un état de choc post-traumatique profond après avoir survécu à la catastrophe. Ces personnes, que l'on pourrait appeler des libres penseurs ou des gardiens de la mémoire, étaient délibérément mélangées aux personnes réellement incapables pour discréditer leurs paroles et leurs idées. Les récits sur le passé, sortant de la bouche d'un fou, perdaient automatiquement toute valeur aux yeux de la société. C'était un coup de génie. La vérité n'était pas interdite, mais simplement placée dans le contexte de la folie et enfermée à jamais derrière les murs de ces luxueuses prisons. La création du réseau d'asile fut la continuation directe des chasses aux sorcières médiévales. Le mécanisme est resté le même. Déclarer les porteurs de connaissances gênantes et de visions du monde alternatives comme anormaux et les isoler de la société. L'Église, qui avait perfectionné ses méthodes pendant des siècles, a activement participé à la création des premiers asiles, transmettant son expérience aux nouvelles autorités, désormais laïques. L'apparition de ces institutions, juste après les déluges de boue et les guerres du début du XIXe siècle, n'était pas une coïncidence. C'était l'étape finale du nettoyage. Après que les ennemis du nouvel ordre mondial eurent été vaincus sur le champ de bataille, la chasse aux témoins survivants a commencé. Au début, ils étaient persécutés ouvertement, mais quelques générations plus tard, lorsque le pouvoir de la Kabbale fut fermement établi, la répression prit un caractère plus formel, médical. C'est ainsi qu'est née la psychiatrie punitive, l'outil parfait pour réprimer toute dissidence et effacer les dernières braises de la mémoire vivante. Ce système de contrôle total, né dans le feu de la guerre et construit sur un grand mensonge, n'a pas disparu. Il a simplement muté, a pris des formes plus subtiles et est devenu le fondement invisible de toute notre société moderne. Son héritage définit nos vies aujourd'hui, même si nous n'en sommes absolument pas conscients.
Et nous voici, au XXIe siècle, héritiers d'un monde né de la tromperie et de la violence. Nous vivons dans une réalité méticuleusement construite par les architectes du mensonge il y a 200 ans, et nous ne nous en doutons même pas. L'héritage de cette grande réinitialisation imprègne chaque aspect de notre existence, comme un programme invisible qui régit nos vies. Nous utilisons des combustibles fossiles consumant la planète, tandis que la connaissance de l'énergie atmosphérique libre et propre nous a été volée et qualifiée de pseudoscience. Nos économies sont sous le contrôle total de systèmes bancaires centralisés, créés pour gérer les ressources à l'échelle mondiale après la destruction de l'ancien monde. On nous enseigne dès l'enfance une science matérialiste qui nie l'existence même de l'esprit et d'un but supérieur, nous transformant en consommateurs obéissants dans un univers nihiliste. Nous apprenons par cœur à l'école une chronologie fictive, pleine d'âges sombres et d'ascensions et de chutes inexpliquées, sans remarquer les incohérences flagrantes et les zones d'ombre. Nous souffrons d'une amnésie collective profonde et envahissante. Nous regardons des cathédrales et des palais majestueux et nous croyons que nos ancêtres récents les ont construits avec des scies et des marteaux, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Nous marchons dans des rues sous lesquelles se cachent des étages entiers de magnifiques bâtiments, et nous ne posons pas de questions. Nous vivons dans un monde privé de sa véritable histoire, comme des orphelins qui ne connaissent pas leurs vrais parents. Mais même dans cette matrice artificielle, quelque chose en nous résiste. À un niveau inconscient, au niveau de la mémoire génétique, nous sentons que quelque chose ne va pas. Nous aspirons à un monde que nous n'avons jamais vu, mais qui nous semble vaguement familier. Cette aspiration se manifeste dans notre amour pour l'architecture ancienne, dans notre fascination pour le fantastique, dans une attirance irrésistible pour les quêtes spirituelles, pour quelque chose de plus que la simple existence matérielle. C'est l'écho d'un âge d'or perdu qui résonne encore dans nos âmes. Nous sommes aliénés de nos propres ancêtres, de notre véritable culture, mais inconsciemment, nous nous en souvenons et nous y aspirons. Le réveil de ce sommeil séculaire n'exige ni révolution ni barricade. Il commence par un acte simple, mais des plus puissants. Poser une question. Commencez à remettre en question tout ce que vous considériez comme une vérité inébranlable. La prochaine fois que vous serez dans le vieux centre de votre ville, arrêtez-vous et regardez. Regardez les fenêtres enterrées. Regardez l'incroyable qualité de la maçonnerie que les constructeurs modernes ne peuvent reproduire. Regardez les dates sur les façades et demandez-vous si elles semblent authentiques. Trouvez de vieilles photographies de votre ville datant du 19e siècle. Vous y verrez des rues désertes, des bâtiments magnifiques mais vides. Et à côté, des gens en vêtements simples avec des charrettes primitives. Cette image correspond-elle au mythe des grands chantiers et de l'industrialisation trépidante ? La vérité n'est pas cachée dans des archives secrètes sous clé. Elle est à la vue de tous, gravée dans la pierre, capturée sur de vieux daguerréotypes, dissimulée dans les incohérences des manuels officiels. Il suffit d'oser la voir. Étonnamment, malgré l'ampleur de la falsification, nous ne sommes qu'à quelques centaines d'années d'une culture complètement différente. Seules quelques générations nous séparent d'un monde où l'énergie libre existait, où les villes étaient harmonieuses et belles, et où les gens possédaient peut-être des capacités que nous considérons aujourd'hui comme surnaturelles. Nous sommes beaucoup plus proches de ce monde que nous le pensons. Il n'est pas parti pour toujours. Son héritage est dans les pierres sous nos pieds et dans le sang qui coule dans nos veines. Le réveil de l'amnésie collective n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est le premier et le plus crucial des pas vers la reconquête de notre véritable héritage. Un pas pour cesser d'être des orphelins vivant dans les ruines de la civilisation d'un autre et redevenir les maîtres de notre propre histoire et de notre propre avenir.